Schopenhauer, qui a aussi beaucoup parlé de la mort, qui est un philosophe au pessimisme radical, voire viscéral, disait que la vie est une si triste affaire que j'ai décidé de la passer en réfléchissant, et notamment en réfléchissant sur notre condition d'être mortel. Alors, le Britannique Simon Priestley, titulaire de la chaire de philosophie à la New School for Social Research de New York, a pris au mot, au fond, aussi bien Schopenhauer que Montaigne, et il s'est amusé avec un humour très british au fil de l'histoire de la philosophie, des siècles et des continents, puisqu'il s'est attaqué aux Chinois et pas seulement aux Européens et à tout. Et il a essayé d'élargir au maximum. Il a recensé près de 200 morts de philosophes, dont certains d'ailleurs, notamment certaines femmes que je ne connaissais même pas avec mon allégation et mon doctorat de philo. Bon, mais il a recensé cela et il s'est interrogé au fond. Ce qui est intéressant, dehors des anecdotes, dont on pourra reparler, etc., c'est qu'il a commenté à l'infini ce mot fameux de Platon repris par Cicéron, essayant de voir si c'était vrai, ce mot qui a un peu aussi alimenté toutes les dissertations de philosophie. Est-ce que philosopher, c'est apprendre à mourir? Je vous signale que Jacques Derrida, dans un article au Monde, qui est de juillet 2004, c'est-à-dire 4 ou 5 mois avant sa mort, refusait cela et soutenait jusqu'au bout que philosopher, pour lui, c'était d'abord apprendre à vivre, ou tenter d'apprendre à vivre, avant de tenter d'apprendre à mourir. Et il racontait, comme d'ailleurs mon père, il disait qu'en fait, plus on vieillit, et plus on s'accroche à la vie. Contrairement à ce qu'on a à 20 ans, on peut avoir des tendances suicidaires, au fond, il y a ce... Alors, évidemment, si la mort est tabou dans nos sociétés dites civilisées, à différence des sociétés sauvages qui l'intègrent beaucoup plus dans des rituels, au fond, malgré tout, la mort a été aussi phagocytée dans nos sociétés. Je vous apprendrai que du 8 au 10 avril dernier, ça remonte à un peu plus d'un mois, s'est déroulé à Paris, au Carrousel du Louvre, le Salon de la Mort. Alors, évidemment, il y a un côté marketing. Notre société de consommation, de spectacle, s'est bien rendu compte, comme les pompes funèbres, qu'il y avait un marché porteur et un marché juteux. Et ce salon singulier de la mort tentait de racoler le chaland, et chacun d'entre nous est intéressé, évidemment, par ce marché, avec un slogan racoleur, ouvrez les guillemets, ce salon disait « Parler de la mort pour mieux vivre ». C'était le slogan de ce salon. Et le slogan, c'était « Parler de la mort pour mieux vivre ». C'est ce qu'on fait actuellement, parler de la mort pour mieux vivre. C'était le slogan du salon de la mort. Et donc c'était aussi une manière, et c'est là qu'on se rend compte aussi, et elle jouait sur ce tabou de la mort, au fond, de ce tabou, pour mieux vendre, évidemment. Sachant qu'on ne discute pas, c'est comme au moment du cercueil de son cher disparu, sur les tarifs, évidemment, parce qu'on est pris dans l'affect, etc. Marie-Frédérique Paquet, qui est professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg, est présidente de la Société de Thanatologie. Thanatos, en grec, ça veut dire mort, et logos, ça veut dire verbe, thanatologie. Va dans ce sens. Elle montre que malgré ce salon de la mort, malgré... en fait, la mort ne fait pas partie de notre monde domestique. Elle a été mise à distance par l'augmentation de la durée de la vie, par la médicalisation de la plupart des fins de vie
qui ont lieu à l'hôpital et dans d'autres structures sanitaires, alors que, et là je commente le texte de Baquet, qui est paru dans Le Monde d'ailleurs, parce que je me sers aussi de texte journalistique, qui est paru dans Le Monde sur ce texte, Le Monde du 5 avril 2011, pour ceux qui veulent, page 21, « Pourquoi il faut apprendre à parler de la mort à nos enfants » de Frédéric Baquet, comme ça se prononce, Marie-Frédéric Baquet. Et elle montre qu'au fond, même si la mort est toujours présente dans nos esprits, la mort ne fait pas partie de notre univers, du moins dans nos sociétés. Elle a été rejetée de la sphère familiale et sociale, précise Baquet, du fait de l'éloignement et de l'éclatement des filiations. Et elle... Putain, mais c'est pas possible, j'arrive même plus à éteindre ce... Les dialogues autour de la vie, de la fin de vie, sont très riches d'authenticité et de réflexion philosophique, mais de plus en plus, ils échappent à la mise en sens du mourant et de son groupe. Quand par exemple, quelqu'un qui a l'article de la mort dit « Baquet, je vais mourir, j'aimerais te parler, qu'on règle tout ce qu'on nos différents et tout ce que tous les non-dits », comme par hasard, souvent l'entourage coupe, dit Baquet, « Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, tu dis n'importe quoi ». Comme si en fait, voilà. Et souvent, l'absence de sens de sa vie, pour celui qui va mourir, justement, l'une des raisons de hâter sa mort, dit cette présidente de la Société d'Atologie, de plus s'accrocher à une vie qui devient non seulement parfois gravataire, mais insignifiante, insipide, et qui ne tient plus qu'à un fil. On le voit d'ailleurs, je m'étais amusé à... Diderot, par exemple, dans sa correspondance, dit « On ne veut pas mourir, et l'on finit toujours un jour trop tôt. » Et à sa vieille maîtresse et amie Sophie, avant de partir à la campagne où il va mourir à l'âge de 60 et quelques années, si je me souviens bien, Diderot dit ceci: « Je suis seulement venu te dire au revoir, quoiqu'à mon âge, ça puisse toujours être un adieu. » Et on voit au fond ce rapport qu'on a toujours un peu distancé à la mort, qui est à la fois proche mais lointaine. On retrouve ces mots de Nietzsche, l'homme est un être des lointains, il est d'avant-hier ou d'après-demain. Et la mort, elle peut être aussi, elle nous taraude aussi à tout moment, et qu'on soit jeune, etc. Au moment même, comme disait Bergson, d'ailleurs, je dis je, et je peux m'écrouler là et ne plus continuer mon discours sur la mort. Il faut en avoir conscience. De même, la philosophie des droits de l'homme nous apprend à résister au racisme, à la persécution religieuse, à la lutte de classe, de sexe, etc., à la persécution. Mais, comme le montre une Bulgare psychanalyste mariée à Solers, Julia Kristeva, qui a eu le malheur d'avoir un fils handicapé, le handicap ouvre aussi à celui qui n'en est pas atteint la peur de la mort physique et psychique. C'est pour ça que souvent on passe devant le handicap sans le voir, ou alors on le voit si, quand elle a les médailles olympiques des handisports, là on les exhibe. Donc Julia Kristeva va dans ce sens lorsqu'elle déclarait il y a un mois dans Le Monde. Elle déclare dans Le Monde daté de... alors, pour ceux qui veulent des références, c'était un article dans les pages débat du Monde du 30 avril 2011. Julia Kristeva s'était intitulé « L'humanisme ne sait pas accompagner la mortalité ». Et donc, l'humanisme ne sait pas accompagner la mortalité. C'était le titre de l'article. Et elle dit, l'humanisme ne sait pas accompagner la mortalité, je ne dis pas la mort, entre guillemets, précise Julia Kristeva. Nous sommes si forts en commémoration, pas seulement à la Toussaint en novembre. Je parle de la mortalité en nous, la mortalité qui sculpte le vivant jusqu'à le rendre parfois handicapé, se conjugue au singulier.
Elle est créatrice de surprises, parfois de créativité insoupçonnée. Là, elle fait allusion à son fils, et la manière dont je remets au article du Monde, là, je ne vais pas, où elle a eu un mal fou à le caser dans une maison spécialisée, etc. On se rend compte que, effectivement, moi, dans mon entourage, j'ai une nièce qui a une fille handicapée. On se rend compte que le rapport à la mort, à travers le handicap, est tout à fait différent et beaucoup plus présent, évidemment, pour la famille. Après ces considérations, au fond, quand on regarde l'histoire de la philosophie, quand on lit Simon Priestley, quand on lit quelques grands textes que je vais vous lire, d'ailleurs, vous n'allez pas y échapper non plus sur la mort, on se rend compte que, au fond, la philosophie, quelle qu'elle soit, que ce soit chrétienne, athée ou musulmane, est une méditation de la vie, non de la mort. Mais à travers cela, évidemment, on retrouve chez Platon déjà, dans le Phédon, dont je vous ai cité là le premier texte, dans les moments qui précèdent sa propre mort, Socrate parle de la mort en général, la mort d'un point de vue philosophique. Et il montre que le philosophe digne de ce nom, amoureux de la sagesse, ne craint pas la mort, car elle n'est rien d'autre que ce à quoi il s'exerce toute sa vie. Philosopher, en effet, dans le sens où Platon et Socrate l'entendent, c'est réaliser les séparations, les conditions de la séparation de l'âme et du corps. Et on retrouve au fond, après le Plotin et le christianisme reprendra cela, vivre en déliant l'âme du corps. Et il y a un jeu de mots en grec entre soma et séma, le corps comme prison, soma, somatique, le corps, soma, séma, prison. Et qui n'est au fond qu'une prison dans laquelle elle est esclave des appétits du corps. Et donc voici le texte de Socrate, enfin un texte, parce qu'il y a un moment où il boit la ciguë, etc. Mais aussi longtemps nous aurons notre corps, donc c'est Platon dans le Phédon, aussi longtemps notre âme sera pétrie avec pareille malfaisance. Jamais nous ne posséderons comme il faut l'objet que nous désirons et nous déclarons que c'est la vérité. C'est le philosophe qui parle. Le corps, en effet, occupe de mille façons notre activité à propos de l'obligation de l'entretenir, sans compter que si des maladies surviennent, elles sont des entraves à notre chasse au réel. D'un côté, voici des amours, des craintes, des désirs, des simulacres de toutes sortes, des billevesées sans nombre. De tout cela, il nous emplit si bien que, à en parler franchement, il ne fait naître en nous la pensée réelle de rien. En effet, guerre, dissension, bataille, rien d'autre ne vaut tout cela que le corps et les désirs de celui-ci, continue Socrate dans le Phédon, car c'est à cause de la possession des richesses que se produisent toutes les guerres, et si nous sommes obligés de posséder des richesses, c'est à cause du corps, esclave prêt à le servir. Schopenhauer, qui a aussi beaucoup parlé de la mort, qui est un philosophe au pessimisme radical, voire viscéral, disait que la vie est une si triste affaire que j'ai décidé de la passer en réfléchissant, et notamment en réfléchissant sur notre condition d'être mortel. Je vous signale que Jacques Derrida, dans un article au Monde, qui est de juillet 2004, c'est-à-dire 4 ou 5 mois avant sa mort, réfusait cela et soutenait jusqu'au bout que philosopher, pour lui, c'était d'abord apprendre à vivre, ou tenter d'apprendre à vivre, avant de tenter d'apprendre à mourir. Et il racontait, comme d'ailleurs mon père. Alors, le Britannique Simon Priestley, titulaire de la chaire de philosophie à la New School for Social Research de New York, a pris au mot, au fond, aussi bien Schopenhauer que Montaigne, et il s'est amusé avec un humour très british au fil de l'histoire de la philosophie, des siècles et des continents, puisqu'il s'est attaqué aux Chinois et
pas seulement aux Européens et à tout. Il a essayé d'élargir au maximum. Il a recensé près de 200 morts de philosophes, dont certains d'ailleurs, notamment certaines femmes que je ne connaissais même pas avec mon agrégation et mon doctorat de philo. Bon, mais il a recensé cela et il s'est interrogé au fond. Ce qui est intéressant, en dehors des anecdotes, dont on pourra reparler, etc., c'est qu'il a commenté à l'infini ce mot fameux de Platon repris par Cicéron, essayant de voir si c'était vrai, ce mot qui a un peu aussi alimenté toutes les dissertations de philosophie. Est-ce que philosopher, c'est apprendre à mourir?